et bienvenue au domaine départemental de Visil. Derrière moi, vous avez le musée de la Révolution française qui donc est un des 11 musées du réseau départemental des musées de l'Isère. Donc le domaine de Visil, c'est un domaine accessible au public et ouvert qui appartient au département de l'Isère depuis 1973. Ici, vous avez une première partie du domaine qui est un parc dit paysager avec à peu près 280 arbres très anciens et avec des essences remarquables. Et puis derrière nous, vous avez donc le château de Lesdiguières. Alors, comme vous savez, le duc de Lesdiguières était un des grands personnages de l'histoire dauphinoise. Il a servi plusieurs rois, 3. Et puis en 1602, il décide à Visil de construire son château ducal. Alors sur l'éperon rocheux, là, peut-être on voit à l'image qui est juste là, vous aviez un ancien château qui était là depuis des temps immémoriaux, sans doute depuis le 8e ou le 9e siècle. Et avant ce château était installée ici une garnison avec des légionnaires de Rome. Au 18e siècle, la période qui va nous intéresser aujourd'hui pour notre visite, eh bien, le domaine de Visil échoua dans les mains d'une grande famille de négociants, les Perrier, qui ont aussi donné des hommes politiques à l'histoire de notre pays. Et c'est Claude Perrier qui, en 1788, le 21 juillet, accepte d'accueillir ici, les représentants des États du Dauphiné qui se rassemblent ce jour-là et qui opèrent à ce moment-là un des premiers événements révolutionnaires qui va lancer la Grande Révolution française une année plus tard. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le département de l'Isère, en 1973, acquiert le domaine de Visil et le château de Lesdiguières, il décide d'ouvrir le musée de la Révolution française, qui est unique au monde dans son traitement qu'il fait de la Révolution. Alors cette année, nous sommes dans cette saison Déshabillez-nous, qui est notre saison culturelle au département de l'Isère, dans notre direction de la culture et du patrimoine. Et donc nous sommes allés sur le sujet de la mode à l'époque révolutionnaire. Au XVIIIe siècle, la France est un des pays les plus peuplés d'Europe. Contrairement aux idées reçues, c'est vrai qu'on s'imagine toujours que la Révolution française est une conséquence de la faillite de l'État, d'un manque d'argent, ce qui était vrai pour l'État qui était complètement ruiné, mais une classe de la population française assez importante qui était en capacité de s'habiller, de se faire des petits plaisirs, d'aller dans l'artisanat et d'avoir une vie, je dirais, avec quelques éléments de luxe. Et cette question du luxe et de l'accès au luxe et de ce que ça veut dire, qui sont finalement des questions qui restent maintenant dans notre société, ces questions-là sont largement débattues dans l'Europe des Lumières et par les philosophes tout au long du XVIIIe siècle. La mode, c'est quelque chose de très important. Et puis vous savez que la France, on est reconnu pour la mode, pour le chic. Et cette réputation était déjà là, bien établie au XVIIIe siècle. Donc c'est un moment aussi où va se fixer comme ça beaucoup de règles autour du costume. Et cette question de la mode, elle a aussi des répercussions politiques que nous allons découvrir en visitant l'exposition. Et voilà, donc nous sommes au tout début de cette exposition « Comment m'habillerais-je » au musée de la Révolution française. Une première œuvre de Rémy Furcy d'Escarsin, donc un artiste, un peintre qui est là, très prolifique paraît-il, et qui est là à la fin du XVIIIe siècle. Et il nous donne à voir ce couple de centenaires, dit-on. Donc madame et monsieur ont atteint le grand âge d'une centaine d'années. Et donc on voit les habits. Alors monsieur est très fier, de porter son habit, l'habit qu'il portait à la Garde nationale. Il a participé également aux fêtes nationales de la fin du XVIIIe siècle. Et son épouse, madame, porte cette coiffe très caractéristique et l'habit caractéristique de la femme du peuple, avec la robe et le tablier. Mais remarquez que son tablier est un petit peu ouvragé. Il est comme ça, avec des rayures, donc ça dénote quand même chez les femmes du peuple, une certaine élégance. Alors que le tableau qui est ici, de Doncre, Dominique Doncre, un autre artiste de la fin du XVIIIe siècle, et là, quant à lui, un tableau de commande. C'est un personnage qui s'appelle Joseph Lecoq, qui est juge et que l'on voit ici dans son habit de juge,
un habit noir qui a été réglé par la loi en 1789-90 par des décrets. On a obligé les juges à porter ce type-là d'habit. Donc voilà qui nous documente sur comment étaient habillées les personnes qui participaient à la justice. Ce personnage est très riche. Son épouse qui est là, qui est assise devant lui, porte quant elle une robe à l'anglaise, puisque malgré le fait qu'au moment de la Révolution française, l'Angleterre n'est pas du tout l'allié de la France, et vous savez que ça va durer pendant beaucoup d'années ensuite avec la période napoléonienne, mais malgré cela, il y a une fascination des élites et du peuple pour la mode à l'anglaise. Comment m'habillerais-je ? C'est le titre de l'exposition que vous visitez et que vous pouvez voir au Musée de la Révolution française cette année. Mais c'est aussi le titre d'un petit ouvrage produit à la fin du XVIIIe siècle par François-Xavier Mercier de Compiègne, un auteur pas très connu, mais dont on a retrouvé, Alain Chevalier, le créateur de cette exposition, a retrouvé ce texte-là. Et donc dans ce texte, l'auteur se plaint puisqu'il dit « Ah là là, c'est pénible maintenant, quand je vais au théâtre et que je bouscule un monsieur ou une dame, son habit ne m'indique plus à quelle classe sociale il appartient. » Peut-être exagère-t-il un petit peu, puisque les personnages que vous avez ici sur ces gravures anonymes, il n'y a aucun doute, ce sont des personnages révolutionnaires. Vous avez ici le sans-culotte. Alors, malgré tout, le sans-culotte est habillé. Il a un pantalon qui fait évocation, enfin qui rappelle le pantalon du paysan, de l'ouvrier ou du marin, mais qui n'est pas la culotte du noble que nous verrons tout à l'heure. Et puis il a ses habits de guerre, si je puis dire, avec le sabre, avec le fusil, et bien entendu, je dirais le hit de la mode de cette époque-là, qui est le bonnet phrygien. La dame, quant elle, donc elle porte une robe, elle porte également la cocarde et le fichu, et elle est armée. Donc à cette époque-là, évidemment, on représente souvent les dames et les citoyennes comme étant armées, et elles participent tout à fait aux insurrections. Alors, voilà un décret de la Convention nationale qui enjoint aux femmes de porter la cocarde tricolore. La Convention nationale, sur la proposition d'un membre, décrète que les femmes qui ne porteront pas la cocarde tricolore seront punies de 8 jours d'emprisonnement, et les peines comme ça sont graduées. Donc vous avez ici dans cette exposition l'original du décret de la Convention nationale, et qui est un prêt de la Bibliothèque nationale de France. L'Assemblée va légiférer pour obliger les citoyens à porter la cocarde. Et ça va donner lieu à des polémiques, à des écrits, à des disputes, à des bagarres, puisqu'il y a certains endroits où la cocarde sera interdite. Et c'est là où finalement l'histoire vient nous apporter une leçon. Elle nous en donne sans doute tous les jours, mais celle-là est assez intéressante. C'est que dans le fond, cette révolution française qui voulait l'égalité entre les personnes au maximum, qui promouvait, qui se battait contre les inégalités, eh bien, impose aux citoyens, aux citoyennes, de porter un accessoire de mode. Alors nous avons vu là d'un côté les sans-culottes, donc c'est la dénomination que l'on donne aux hommes et aux femmes du peuple qui vont participer aux insurrections populaires, et c'est vrai que ce terme est vraiment resté dans notre imaginaire. Alors qui porte la culotte ? Alors au XVIIIe siècle, eh bien, c'est l'habit masculin qu'on voit ici, et on voit que cette culotte et cet habit est en fait composé de 3 parties. Une partie est une chemise, une sous-chemise qui est portée près du corps. Une autre partie est une veste qui vient dessus. On appelle ça un frac. Et ce frac, cette pièce vestimentaire va beaucoup évoluer tout au long du XVIIIe siècle. On va la rendre plus malléable, plus légère, plus confortable aussi pour pouvoir monter à cheval. Et vous verrez donc en regardant cette silhouette, en regardant ce costume qu'il y a dans l'exposition du Musée de la Révolution française, que ce style-là de silhouette s'ancre totalement encore dans nos habitudes, et que ça inspire totalement encore, jusque récemment, on peut dire, les messieurs dans leur style de vêtements et dans leur mode. Et puis les femmes.
Alors les femmes, évidemment, c'est la robe que l'on met en avant, et nous avons donc présenté dans cette exposition une robe tout à fait majestueuse, également inspirée par la mode anglaise. Cette robe est présentée avec son accessoire principal qui est le châle. Toutes les femmes élégantes ont un châle qui peut être, selon peut-être le style de tissu qui est utilisé, qui va être plus ou moins luxueux, qui va porter tel ou tel message. Et la Révolution libère le corps de la femme. Elle ne porte plus les baleines, elle ne porte plus les cintres. Elles sont totalement libérées, leur silhouette évolue tout à fait. Et ça va durer pendant 15 ou 20 ans. Et donc cette Révolution française, par l'habit, a également beaucoup marqué les styles de vie et les habitudes des gens. Et ben voilà, on était ravis de vous accueillir au domaine départemental de Vizy, le musée de la Révolution française, pour cette découverte de notre exposition. Et puis, mesdames et messieurs, venez nous voir. Donc, vous pouvez visiter le parc avec ses ambiances. Vous pouvez prolonger, continuer ou commencer par la visite du musée de la Révolution française. Et puis, presque tous les week-ends, nous avons une offre pour vous, que ce soit des visites, que ce soit des concerts, que ce soit des conférences, comme dans tous les musées du réseau départemental. Donc voilà, n'hésitez pas à pousser les portes de nos musées et de nos établissements. Merci beaucoup d'avoir suivi cette visite guidée avec nous aujourd'hui dans un des 11 musées du réseau des musées départementaux de l'Isère. Et puis n'hésitez pas à aller voir nos informations musée.isère.fr.